Et merci beaucoup d'être connecté avec nous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire où nous allons parler du e-commerce et des grandes tendances post-Covid. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, Relationship Manager chez French Founders à Paris. Donc, je suis en charge de l'animation des membres ainsi que des événements du club. Je suis ravie d'accueillir à distance, bien évidemment, aujourd'hui, nos 4 intervenants membres qui débattront sur le sujet d'ici quelques instants. Donc, parmi nos speakers, Alexandre Herumi, qui est CEO de PrestaShop. Hello Alexandre, scale-up française de création de plus de 300 000 sites e-commerce. Et donc Alexandre, toi tu viendras nous parler, tu viendras nous donner ton regard sur la situation e-commerce en France et en Europe. On a aussi aujourd'hui Christophe Lejeune, ex-GM Lazada. Lazada, pour ceux qui ne connaissent pas, est le leader e-commerce en Asie du Sud-Est, racheté à 90% par Alibaba. Et donc Christophe viendra nous parler de sa vision Asie. Et nous avons Nabil, donc vice-président global e-commerce de chez DHL que vous connaissez déjà tous, qui nous parlera du marché aux US. Donc un panel de choc, mais surtout international, à l'image de French Founders, qui sera modéré par Geoffrey Vion. Geoffrey Vion, qui est le directeur marketing West Europe de chez Content Square. Content Square qui est un partenaire de French Founders et qui fait tout ce qui est Experience Analytics, qui permet aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Voilà. Merci encore d'avoir accepté de venir intervenir sur ce sujet qui est aussi passionnant que dense. Encore plus, j'imagine, au moment de cette crise, et vous nous en parlerez d'ici quelques instants. Avant de donner la parole, Geoffrey, j'aimerais rappeler les quelques règles de ce webinaire. Donc, à l'exception des speakers et des modérateurs, vos micros et vos caméras sont coupés afin de permettre une intervention plus claire et plus souple. Néanmoins, vous avez la possibilité tout au long de l'intervention de poser des questions dans l'onglet Q&A que vous voyez juste en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Je reviendrai en fin de session, 10 à 15 minutes avant la fin de notre session, pour les poser à nos intervenants. Voilà, Geoffrey, c'est à toi. Je te laisse la parole et puis je vous dis à tout à l'heure. Bien, merci. Donc effectivement, Geoffrey de Content Square, je vais modérer et timekeeper nos 3 intervenants aujourd'hui. Je vais commencer par une petite intro. En fait, on a de la chance, Content Square, de récolter énormément de données, plusieurs trillions de données par jour sur une base de 600 clients. Et en fait, on a regardé un peu l'impact du coronavirus sur l'e-commerce dans le monde via l'analyse de 900 sites sur 22 industries. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un impact qui est extrêmement fort. On a, si on regarde entre les semaines qui étaient avant la crise, à peu près mi-février, à les semaines aujourd'hui, et les datas datent jusque dimanche dernier, on a une augmentation dingue du trafic sur l'ensemble des sites, plus 22,7% à peu près. Le nombre de pages vues qui augmente de manière incroyable, 32%. Le temps par session qui a pris 3 points, donc les gens passent du temps et beaucoup plus de temps avant sur les sites. Les transactions qui ont augmenté de 45%. Et enfin, les taux de conversion qui ont également augmenté de 19,1% exactement. Donc, il y a un impact incroyable de ce coronavirus sur l'e-commerce. Le digital est devenu vital. Alors évidemment, toutes les enseignes, tous les secteurs et les industries ne sont pas évidemment logés à la même enseigne. Certaines, comme le travel, le luxe, la joaillerie, sont évidemment et malheureusement pour eux en souffrance. Une perte de près de 70% de trafic dans le tourisme, 90% de leurs transactions. Donc, c'est évidemment très difficile pour un secteur comme le travel. Et d'autres, en fait, qui affichent des KPI incroyables. La grande distribution qui augmente son trafic qui multiplie par 2,7 son trafic. Le home and garden, la santé, les télécoms, dans une moindre mesure, la banque et les médias. Là, ce sont les chiffres par rapport à l'e-commerce. Ça ne veut pas dire forcément que ces enseignes, ces marques, leur core business se porte bien. Je pense aux magasins physiques. Donc, effectivement, c'est évidemment à compenser. Indépendamment de ces chiffres, ce qu'il y a derrière, c'est la prise en compte que le digital, finalement, est devenu vital, vraiment. Dès le départ de la crise, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ce digital pour s'informer, communiquer avec ses proches, acheter des produits de première nécessité. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte en regardant les données, c'est qu'au fil des semaines, les navigations
c'était en train de se transformer et on retrouvait par exemple des achats plaisir. Donc évidemment, comme toutes les crises, il y aura sans doute un effet à la fois révélateur et amplificateur. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est avec nos intervenants de regarder et de préparer l'après pour pouvoir en fait en pleine conscience des nouvelles tendances, pouvoir se préparer sur l'ensemble des tendances de l'e-commerce. Donc, on va échanger chacun notre tour sur différentes questions. Peut-être avant de commencer, peut-être faire un point avec toi, Alexandre, sur deux questions assez simples et rapides, s'il te plaît. La première, c'est déjà, tu es confiné comme tout le monde. Où es-tu? Est-ce que ça se passe bien? Et ensuite, pour ta société PrestaShop, quel était l'impact humain de votre organisation et puis également en termes peut-être d'adaptation de votre offre ou de votre business? Bonjour à tous, bonjour Geoffrey. Pour moi, j'ai de la chance, beaucoup de chance. Donc ça se passe bien à titre personnel. Je suis chez moi dans un appartement parisien avec un bébé que vous entendrez peut-être prochainement. Heureusement, ça s'est relativement bien passé ou même très bien passé pour les équipes assez rapidement. Et on a focalisé notre plan finalement par rapport au Covid déjà sur une priorité qui était les équipes, avec le souci de sécuriser nos équipes. On a confiné plus rapidement que prévu et là, il y a une vraie réflexion autour du déconfinement. Il y a un deuxième enjeu qui est clé pour les équipes, à mon sens, c'est le fait de les rassurer et de les accompagner. Donc, on a développé une communication interne ad hoc, poussé nos managers à faire des check-in réguliers. On a tous migré sur Slack. Donc, on est nous-mêmes dans un process de transformation digitale accéléré, même en étant une boîte tech. Et enfin, le dernier enjeu, c'est de pouvoir continuer, montrer qu'on avance. Et on a la chance, pour le coup, en tant qu'acteur tech, de pouvoir travailler à distance sans que ça n'impacte trop le business. Et là, donc, on continue à recruter, on fait des onboarding virtuels, on continue à faire des random coffee. Et moi-même, je lance un défi à toute la boîte toutes les semaines et je fais un petit récap des avancées de la semaine le vendredi dans un mail synthétique pour montrer que le business continue. Et de même avec nos utilisateurs, nos clients, l'enjeu, ça a été de travailler l'accompagnement encore plus pendant cette période, parce qu'il y a deux enjeux pour les marchands. Le premier, c'est de continuer une activité grâce au e-commerce, on va y revenir. Et le deuxième, c'est de préparer le rebond. Donc pour ceux qui sont peut-être un peu moins impactés positivement aujourd'hui par le e-commerce, il y en a beaucoup. L'enjeu, c'est aussi de préparer la suite. Et donc, on est là pour les accompagner. On a lancé des offres pour ceux qui démarrent avec le gouvernement. On a aussi développé une plateforme d'accompagnement via du contenu, de la vidéo, du live et des offres spéciales. D'accord, merci. Et toi, de ton côté, Christophe, comment ça se Moi, passe? je suis très, très content de ce confinement. Ça peut prendre. Aujourd'hui, moi, je travaille pour BrioHR, qui est une start-up de SaaS dans les ressources humaines. On a un SIRH et notre siège est basé en Asie, en Malaisie. Et la quasi-totalité de nos ressources sont basées là-bas. Moi, je suis basé à Paris et donc je suis habitué à travailler à distance, par visio, par Slack, etc. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on est sur un pied d'égalité avec le reste des équipes en Malaisie. Maintenant, tout le monde travaille de chez soi, tout le monde travaille à distance. Donc, je ne suis plus celui qui est défavorisé. Donc, voilà, ça met tout le monde sur pied d'égalité. Au-delà de ça, je suis à la maison, j'ai 3 enfants petits. Donc, je balance entre le boulot, l'école, la maison, la cuisine, etc. Donc, je me lève du coup à 6h ou 5h30 le matin. Ça fait des journées assez remplies, mais je me dis que j'ai un peu de chance parce que je vois qu'il y en a pas mal qui s'ennuient, qui ne voient pas le temps passer, qui dépriment. Et voilà, moi, je n'ai pas le temps j'ai pas le temps de déprimer. Du coup, votre offre, puisque vous êtes un petit SaaS, vous avez fait des adaptations? Ouais, alors, il y a deux tendances. Il y a d'une part, les gens se rendent compte qu'avoir des outils SaaS, notamment pour gérer les RH et pour gérer les collaborateurs à distance, c'est hyper utile. Donc, il y a une marque d'intérêt de certaines personnes. Par contre, c'est sûr qu'il y a pas mal d'entreprises qui gênent un peu leur décision d'investissement. Donc, on s'adapte. On s'adapte sur le plan marketing. On fait beaucoup de webinars sur comment gérer la crise, sur comment recruter à distance d'un côté. Et on fait aussi, donc on s'est adapté sur la partie marketing et aussi on s'adapte en essayant de réduire les coûts. On avait prévu de lever de fonds en milieu d'année. Du coup, on se dit, faisons en sorte de pouvoir attendre la fin d'année prochaine. Donc, on a revu certains projets pour être agile, faire face et pouvoir sortir de là. Ça marche, merci. Nabil, et toi de ton côté? Je pense que c'est le matin pour toi.
si je ne me trompe pas. Ouais, pour moi, c'est le matin, il est 11h. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, Nabil Malouli, moi, je suis pas basé à Paris, je suis basé aux États-Unis, je suis basé à Miami. Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre. Au moins, ici, on a le beau temps et le confinement est peut-être pas aussi strict que ce qu'il est à Paris, en tout cas pour le moment. Moi, je travaille de la maison, ce qui ne me change pas énormément puisque avant la crise, je travaillais aussi de manière très mobile, entre coworking space, un peu au bureau, un peu en voyage, etc. Donc j'étais toujours mobile, donc ça ne me change pas énormément, ni à moi, ni à mon équipe. L'équipe est mondiale, donc il y a des gens en Pologne, d'autres au Brésil, d'autres en Asie, etc. Donc notre équipe directe est assez habituée à travailler de manière indépendante et autonome. Par contre, au niveau du business, de manière générale, ça change beaucoup de choses, particulièrement au niveau des opérations. Et on va en parler un peu plus. Là, un des plus gros challenges, c'est comment tu continues à opérer et en même temps, tu t'assures de tout l'aspect sanitaire, médical des employés qui continuent à travailler sur le terrain, etc. Donc là, ça fait beaucoup de différences au niveau de tout ce qui est la partie opérationnelle. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas l'équipe que moi je gère directement. Euh, Moi, j'ai pareil qu'Alexandre, je viens d'avoir un petit garçon, deuxième enfant, donc c'est sportif à la maison aussi, comme Christophe. Les nuits sont courtes, bébé de 2 mois, petite de 3 ans, mais tout se passe bien. Pour l'instant, ça va, on n'est pas à plaindre. Bon, parfait. On va essayer de parler. Félicitations, Nabil. Hein. Merci, merci. On va parler des grandes tendances e-commerce. On va essayer de. Effectivement, bon, il y a le Covid, clairement, ça a un impact et ça aura un impact sur le court terme, le moyen terme. On va essayer de regarder un petit peu déjà ce qu'il y avait auparavant et surtout plutôt se concentrer sur, vous avez des visions du coup, marché, même géographique, hein, en Asie, aux US, plutôt en Europe. Essayer de voir un peu ce que vous pouvez détecter, ce que vous avez détecté déjà avant le Covid et ce que ça va s'amplifier. Peut-être Alexandre, sur une vision peut-être entre guillemets un peu plus européenne, qu'est-ce que tu vois comme grande tendance émergente? Ouais, c'est des tendances qui effectivement ne changent pas par le Covid. Elles sont accélérées. Je pense que le Covid catalyse des tendances qui sont centrées sur l'évolution des usages. Et pour le marchand, ça veut dire se réfléchir autour de 3 piliers, à mon sens. La connaissance de son client, avec évidemment toute la dimension donnée à capter, à comprendre, à activer. Et là, les tendances, elles ont été fortement bousculées et accélérées par le RGPD, les directives autour aussi de e-privacy, qui renforcent la nécessité de capter ces données en first party, de les capter sur ces communautés aussi via les réseaux. Là où avant, ça pouvait être plus délégué à des acteurs tech que l'on connaît et que l'on retrouve sous les GAFA ou autres. Donc ça, c'est une tendance de fond qui est vraiment de continuer à travailler son CRM encore plus pour pouvoir ensuite activer avec ses propres leviers et sans forcément passer par des tiers. L'autre tendance autour de la donnée, c'est une tendance qui est clé pour la supply chain. Là, je pense que c'est un peu plus prospectif. Je pense que ça devient une réalité aux US et Nabil peut-être en parlera, mais il y a des vrais sujets de maîtrise de la donnée aussi pour développer une predictive supply chain. Donc la donnée, pas seulement pour le marketing, et à mon sens, ça va vraiment se développer en Europe dans les prochaines années pour améliorer la planification des achats et de toute la supply, et ensuite jusqu'à la livraison et le routing des produits. Et le dernier point autour de la data qui regroupe qui est aussi une tendance de fond qui se développe et qu'on voit nous à travers les différents marchands qui lancent leur boutique, c'est des marques qui sont dans une démarche de direct to consumer pour aussi reprendre finalement et renverser un peu le pouvoir laissé aux retailers sur la donnée client. La deuxième dimension, c'est l'expérience. On voit bien avec l'unification des parcours online-offline, avec un vrai sujet d'intégration de la dimension boutique physique au sein du site e-commerce. Des sujets aussi autour du last mile. On verra peut-être plus tard sur le stockage. Il y a aussi des nouveaux modes de livraison. Je pense que là, la période va faire qu'on va des acteurs comme Stuart ou comme Uber avec Uber Rush ou le delivery type Uber Eats pour une gamme de produits plus élargie va aussi être bien impacté. Et il y a des modèles de livraison à travers des robots, des drones qui se développent et pas seulement aux US par Amazon. Il y a l'exemple de Rappi au Latam et de lieux de livraison. Comme vous avez peut-être reçu les programmes aux élections parisiennes. On parlait de véhicules connectés pour livrer des produits. On parlait, et il y a aussi l'exemple d'une startup qui s'appelle Box, qui permet d'avoir des espèces
de placards en consigne dans les halls d'immeubles pour pouvoir faire du delivery en fait, directement au plus près, pas forcément sur le pas de porte. Et la dernière tendance sur l'expérience, c'est une tendance où finalement les bonnes pratiques du e-commerce, tout l'aspect frictionless du e-commerce est en train de se répliquer sur le monde physique. Et je pense que ça va donner lieu à des parcours aussi en termes de développement des équipes qui vont être forts. Quand je parle de frictionless dans le e-commerce, c'est tout ce qui est automatic checkout, analytics en magasin, également robotisation de l'inventaire, donc tout ce que l'on retrouve sans friction en e-commerce, qui pose des frictions dans le monde physique. Il va y avoir une adaptation du monde physique. Et demain, Content Square ou d'autres acteurs feront aussi finalement l'analyse des parcours en linéaire. Et donc, ça va aussi poser justement beaucoup plus de transversalité entre les équipes e-commerce et les équipes retail, magasins physiques. La dernière dimension, c'est la confiance. Une confiance qui va être renforcée et pas seulement sur les éléments de revue consommateur que l'on retrouve et qui faisait partie des premiers éléments de confiance. Il y a aussi évidemment le paiement qui a toujours été clé et qui va l'être de plus en plus pour les acteurs qui veulent s'internationaliser. Proposer les bons moyens de paiement locaux pour s'assurer de la confiance des clients locaux. Comme il y a une internationalisation du e-commerce, notamment pour des e-commerçants européens, je dirais encore plus français, ça c'est vraiment une nécessité. Il y a un sujet de confiance autour du paiement, ça je dirais que c'est la base. Et les autres tendances que l'on voit se développer de fond, c'est évidemment des sujets de confiance autour des valeurs qui sont développées par le commerçant et du sujet durabilité, donc des sujets environnementaux aussi, et qui sont liés aux produits et à la manière de produire ces produits physiques jusqu'à les acheminer aux clients. Donc, il y a la tendance du re-commerce avec des sujets aussi d'utilisation, d'abonnement versus propriété et l'émergence de ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, qui ont intégré dans leur ADN, dans leurs valeurs, cette notion de responsabilité et de commerce intégré, et donc pour apporter plus de valeur et plus de qualité aux clients. Donc, la connaissance, l'expérience, la confiance, à mon sens, c'est les piliers clés qui vont driver les tendances utilisateurs et donc pour le marchand e-commerçant. La plus compliquée, c'est d'être la dernière, j'ai l'impression, non? Parce que les autres sont très rationnels, liés à la data ou finalement des choses qu'on peut expérimenter, mais la dernière m'a l'air un peu plus abstraite. Elle est abstraite, mais elle va pouvoir, on en parlera peut-être après, il y a juste des exemples d'acteurs qui permettent de traquer les produits. Donc, il y a un sujet de tracking qui permettra de mettre beaucoup plus de concret aussi sur ces sujets de traçabilité et de responsabilité du marchand ou de la marque. Ok, bah, écoute, merci. Christophe, et toi, qu'est-ce que tu vois comme grande tendance en complément? Alors, moi, j'aimerais appuyer ma réflexion sur mon expérience en Asie, donc pour Alibaba. Par bien des aspects, le e-commerce en Asie est précurseur par rapport au e-commerce en Europe. Le e-commerce est plus développé là-bas. En Chine, le e-commerce est aujourd'hui 19% du retail, alors que dans la plupart des pays européens, c'est à peine 10%. Et le e-commerce est plus innovant. Il y a un modèle qui est en rupture par rapport au e-commerce selon le modèle un peu Amazon. Il y a vraiment pour moi deux grands modèles dans le monde de e-commerce à la sauce Alibaba et le e-commerce à Amazon. Et il y a deux tendances qui sont intéressantes et qui peuvent être des pistes de réflexion pour le e-commerce en Europe. Donc, j'en ai choisi deux, une du point de vue consommateur et une du point de vue plutôt marchand. Du point de vue consommateur, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le e-commerce en Asie, c'est une app de e-commerce, c'est autant une app de e-commerce qu'un réseau social. C'est pour ça qu'en Asie, on parle d'une composante intéressante qui s'appelle le social commerce. Et dès qu'on ouvre l'app, l'expérience est totalement différente. Comment cela se traduit? Ça se traduit, par exemple, sur une app d'Alibaba, Taobao ou Tmall ou sur l'app de Lazada en Asie du Sud-Est. Il est possible de converser directement entre les marchands et les clients avec un chat, alors qu'Amazon est beaucoup plus réticent, elle veut toujours s'interposer. Ici, il y a une conversation directe. Il y a la possibilité aussi pour les clients de pouvoir, sur l'app, suivre les marques qu'ils aiment bien. Ils vont pouvoir suivre Nike, Adidas ou un petit designer de mode innovant,
de Shanghai, ils peuvent le suivre. Et donc, ces marques-là, que ce soit des grandes marques, des petits marchands, vont pouvoir constituer leur réseau de fans sur directement la plateforme e-commerce et pouvoir ensuite les réactiver par des communications personnalisées. Il y a aussi des influenceurs qui sont directement sur la plateforme. Les influenceurs sont assez présents en Europe, encore plus présents en Asie, mais en Europe, ils sont présents avant tout sur Insta, sur les réseaux sociaux. Ici, les influenceurs sont présents directement sur la plateforme de e-commerce, vont pouvoir mettre en avant les produits, faire des live streaming pour présenter les produits. On est possible d'acheter directement au cours du live streaming. Donc, c'est une expérience vraiment différente. Il y a toujours au sein de cette partie réseau social, il y a pas mal de mécaniques pour vendre les produits qui reposent sur la force du réseau social. Par exemple, quand on va sur les produits Alibaba, il y a souvent certaines promotions où on peut avoir un discount supplémentaire si on va partager le lien de la promotion avec 10 amis, 20 amis, 100 amis, 1000 amis. Et donc, ça crée un effet boule de neige incroyable. Il faut savoir qu'en Malaisie, un pays de 30 millions d'habitants, on avait certains deals qui a été partagé à la fin, donc partagé pas par la plateforme, mais partagé par des amis à d'autres, partagé à 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, c'est 10% de la population du pays. Donc, c'est la force du réseau social qui est ici quelque chose qu'on ne connaît pas encore en Europe. Donc, ça, c'est pour la première partie, la partie consommateur, et voir, et je pense que on va arriver de plus en plus vers ça, mais voir comment on arrive à mêler le e-commerce avec les fonctionnalités des réseaux sociaux. La deuxième partie, c'est la partie marchand. Et ici, le modèle Alibaba est vraiment en rupture par rapport à Amazon. Amazon s'est construit en disant au départ, on veut contrôler l'expérience. Au départ, ils sont construits avant d'être marketplace, mais sur leur activité retail, historiquement avec les livres. Et donc, ils veulent tout contrôler. Et donc, c'est aussi un coût d'ailleurs assez cher d'être marchand sur Amazon. Alors que la philosophie d'Alibaba est fondamentalement différente. Alibaba, à la base, c'est 100% marketplace. Et la première fois que j'ai rencontré Jack Ma à Singapour, peu après l'acquisition de Lazada, je me souviens très bien ce qu'il nous a dit. Il nous a raconté une petite anecdote. Et il nous a dit, moi, en 2003, quand j'ai créé mon site grand public Taobao, à Hangzhou, ma ville natale, qui est le siège d'Alibaba, quand j'étais allé un jour au restaurant, je voulais payer à la fin la facture, l'addition, et je suis allé voir le patron. Et le patron a dit, non, non, Jack, ne paye pas, cette facture a déjà été payée par cette personne là-bas. Et donc, Jack Ma est surpris. Il va voir la personne qu'on lui a montré. Il a dit, mais pourquoi tu as payé mon édition? Merci, mais je ne comprends pas. Mais il dit, écoute, Jack, moi, je suis vendeur sur Taobao. Grâce à toi, je fais énormément d'argent. Mais sur Taobao, tu as mis 0% de commission. Donc, je sais que toi, tu ne fais pas d'argent. Donc, je vais payer ta facture. C'est un peu une anecdote qui fait sourire, mais c'est pour montrer que la préoccupation d'Alibaba à la base, c'est de faire en sorte que les marchands soient profitables. Alors que Amazon, c'est plus le modèle traditionnel du retail en disant plus moi je fais d'argent, moins mon partenaire va faire d'argent. C'est un peu la transposition de la grande distribution au modèle en ligne. Et le modèle d'Alibaba, c'était de réduire les coûts de transaction au plus bas possible. Et c'est pour ça que sur Taobao, c'est 0% de commission pour les marchands. Donc, c'est un coût très faible. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs qui se rendent compte qu'il faut aller en ligne. Quand on est confiné, on ne peut pas aller en ligne. C'est un peu ce que disait aussi Alexandre. Et je pense qu'il y a de la place aussi en Europe pour faire des modèles où il y a des marketplaces qui sont plus simples à utiliser et qui ont un coût de transaction moins élevé pour les marchands. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 10 millions de marchands sur Alibaba, alors qu'Amazon, dans le monde entier, il n'y en a que 2 millions. Donc, c'est pour moi une opportunité, une tendance à rendre le e-commerce plus simple pour les marchands et moins coûteux pour encore accélérer le nombre d'acteurs qui vont en ligne. C'est sûr que ce n'est pas un frein pour les grandes marques, mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est comment encore plus de PME vont en ligne et il faut que ça soit moins cher et plus simple pour eux. Merci. Nabil, avec ton point de vue très orienté logistique, est-ce que tu peux rajouter des éléments? Oui, donc bon, déjà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que Christophe a une perspective qui serait intéressante de débattre un jour dans un autre panel sur les modèles. Et tu sens l'amour qu'il a encore pour Lazada et Alibaba et au fond du cœur. Nous, ce qu'on voit, et je pense que je peux le résumer d'une certaine manière, et j'ai eu une réunion la semaine dernière avec le responsable logistique d'un grand groupe cosmétique et il m'a dit ce qu'on avait prévu qui allait passer en 10 ans va passer en 10 mois.
Et je pense que ça résume assez bien un peu ce qu'on voit en termes de changement ou de tendance, cette accélération de l'importance de la vente en ligne, qui était déjà très claire pour certaines industries, fast fashion, etc. Ce sont des choses où tu as des pénétrations en ligne à 40-45% qui sont représentatives, mais qui n'étaient pas évidents pour beaucoup d'autres secteurs, notamment par exemple l'achat de nourriture en ligne, qui est une pénétration très 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 basse parce qu'en fait, faire de l'argent dans ce modèle-là est très compliqué. Aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Donc, tout le monde est en train d'essayer de définir comment ils font pour faire cette transformation de vente en ligne accélérée, on va dire. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a une chose, c'est la partie software et front-end et tout ce qu'on voit. Et l'autre partie, c'est tout ce qui se passe dans le back-office. Une fois que tu as appuyé le checkout button, c'est tout ce qui se passe dans le monde physique et particulièrement la transportation pour qu'en fait, ces modèles-là soient des modèles où tu puisses faire de l'argent. Parce que le faire, c'est possible, il n'y a pas de problème. Le faire rapidement, de manière efficace et que tu puisses faire de l'argent, ça, c'est là où la complexité, elle est. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de marketplaces, au niveau profitability, c'est assez bas, quoi. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est, première chose, c'est l'accélération. Et je ne dirais pas qu'il y a de changements significatifs par rapport à ce qu'on voyait arriver. Je pense qu'il y a certaines industries comme oui, le retail traditionnel et tout ce qui est les centres, les grands distributeurs, ils vont vivre une révolution pendant les prochains 18 mois. Ça, c'est clair. Et il va y avoir aussi, on pense qu'il va y avoir une consolidation assez importante dans beaucoup de secteurs qui ne sont pas adaptés aujourd'hui et qui vont avoir du mal à faire un catch-up parce que bon, tu peux dire bon, on va s'adapter, on va investir en fulfillment center, on va investir en logistique, on va investir en payment, etc. Mais toutes les compagnies, les partenaires avec lesquels nous on parle, ils ont tout le monde qui leur tape la porte. Donc il y en a qui vont être privilégiés, ceux qui sont déjà équipés pour ça, et il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut aujourd'hui cette priorité-là, elle est claire et il faut que les entreprises elles se mettent au point vraiment pour avoir des équipes dédiées, pour avoir un focus là-dessus. Et on parle de tous les types d'entreprises, hein, PME, grandes organisations. Si tu vends quelque chose en ligne ou que tu vendais quelque chose dans le monde physique, il faut vraiment faire une transformation significative et que ce soit des produits craft ou de la distribution massive. Il faut faire un changement au niveau de cette accélération du changement du consommateur qui est encore une fois accéléré. La deuxième chose que nous on voit qui est assez intéressante, c'est que beaucoup d'entreprises avaient décidé en fait de faire des modèles de distribution en ligne ou de vente en ligne qui utilisaient un seul moyen ou un seul channel. Peut-être ils utilisaient Amazon ou ils utilisaient Alibaba ou ils utilisaient une autre marketplace. Et en fait, ils avaient tout misé sur ce modèle-là puisque ça fonctionnait assez bien. Et pourquoi pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a un announcement comme ce qu'on a vu dans la presse où les gouvernements ou alors les entreprises elles-mêmes, ces marketplaces décident de donner la priorité à des produits essentiels qui est absolument la chose correcte à faire d'un point de vue humain, ben, il y a des boîtes qui se retrouvent à avoir des lost sales de millions et de millions de dollars quand probablement en ce moment c'était la meilleure opportunité pour faire des records de vente. Pensez à jouets éducatifs par exemple. Quand tu as tous les parents qui sont avec tous les enfants chez eux, dans le monde entier d'ailleurs, et que les jouets éducatifs ne sont pas une priorité, ne sont pas des biens de nécessité. Donc, et si la compagnie dépendait seulement d'un moyen de vente qui était dans une de ces marketplaces-là, eh bien, ça fait penser à réfléchir dans le long terme. À quel point moi, je contrôle mon futur ou à quel point je le donne à une autre entreprise qui demain décide que mon produit n'est pas une priorité, et bon, ben, je perds mes ventes et on a des exemples, on parle avec des clients, on parle de dizaines de millions de dollars en un seul mois. Hein. Donc, c'est des choses qui sont assez significatives en termes d'impact. La troisième chose qu'on voit, nous, c'est que la logistique, et bon, bien entendu, j'ai une opinion biaisée là-dessus, mais la logistique est en train de devenir un des plus importants avantages compétitifs pour les entreprises. Et bon, nous, on le voyait déjà d'une certaine manière depuis un certain moment, mais là, ça commence à devenir évident pour beaucoup d'entreprises parce que, bon, avec tous les délais qu'il y a de livraison aujourd'hui, le vrai bottleneck pour beaucoup d'entreprises, c'est la logistique, c'est l'exécution
de la logistique. C'est pas les payments, c'est pas software, c'est pas vente en ligne, c'est pas digital marketing. C'est vraiment la partie exécution dans le monde physique de tous ces modèles de distribution. Et je pense que la dernière chose qu'on voit, c'est le speed and convenience. On parle souvent des 3 A. Anything, anytime, anywhere. Et pour revenir un peu à ce que Alexandre disait en exemple, tous ces modèles alternatifs de last mile avec des robots, des last mile avec des drones, des alternatives pour déposer des packages, pick-up et drop-off location. Tous ces modèles-là, qui étaient des modèles qui avaient eu peu de pénétration encore et peu d'intérêt et beaucoup de régulation, beaucoup de freins, ils sont en train de petit à petit se débloquer. Et parce que quand on parle de contactless delivery, contactless delivery, ça, d'une certaine manière, il doit y avoir de la technologie au milieu parce qu'on ne va pas commencer à balancer les paquets dans les rues. Donc, il doit y avoir de la technologie, il doit y avoir de l'infrastructure, il doit y avoir de la technologie connectée à l'infrastructure. Et les gouvernements, ils vont devoir accélérer pour faciliter les régulations dans ces niveaux-là. Et ils vont avoir aussi un intérêt à le faire parce qu'il va y avoir l'opinion publique qui va vouloir ça. Donc, ça va être très différent, je pense, le traitement qu'on va avoir au niveau des nouvelles technologies urbaines qui permettent de faciliter le e-commerce avec ce qu'on a vu dans le passé et ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Donc, je pense que ces trois éléments sont sur les éléments clés que nous, on voit. Accélération, diversification, logistique au centre et un peu tout cet aspect, on va dire, de régulation qui va évoluer. Je reviens sur ta partie accélération pour les entreprises dans leur transformation finalement digitale et l'accélération de l'e-commerce. Est-ce que l'un de vous voit sur la partie vraiment nouveaux usages, là orienté vraiment client, est-ce que vous voyez des choses s'accélérer? Moi, j'ai un autre chiffre en tête sur les 2 semaines, des premières semaines de confinement, le nombre de créations de comptes en grande distribution sur le site d'e-commerce de grande distribution a été multiplié par 5. Donc forcément, ça va créer des nouveaux consommateurs et forcément des nouveaux usages. Quel est le 1 ou 2 nouveaux usages vraiment clients que vous voyez vous s'accélérer grâce entre guillemets à cette crise? Moi, on en voit pas mal chez PrestaShop dans le sens où là, on sent qu'il y a une vraie accélération dans la création de boutiques. Et donc, on peut voir que finalement, l'accélération de la transformation digitale est en cours, ce qu'on a dit jusqu'à présent, et finalement infuse dans des segments qui sont les moins exposés. En termes de marchands, pour s'adapter à cette nouvelle demande, il y a le commerce de proximité qui est en train de se transformer à marche forcée. Je pense aussi qu'il y a une accélération côté B2B pour retrouver un lien avec ses clients. Ensuite, si on se met dans le côté client, on a vu aussi tous nos seniors finalement aller beaucoup plus en ligne. Alors, on le voit dans les modes de communication, mais c'est aussi le cas dans les achats et sur des catégories de produits qui jusqu'alors étaient effectivement moins digitalisées, comme le disait Nabil, que ce soit l'alimentaire ou l'hygiène. Après, si on se met côté marchand, il y a des réponses avec des nouveaux modèles. Il y a une belle initiative qui a été lancée par Carrefour, qui s'est lancée dans l'abonnement de packs prédéfinis de courses en fait alimentaires DPH, donc alimentaire hygiène, avec un site qui s'appelle Carrefour Essentiel qu'ils ont lancé en France, puis en Italie et dans d'autres pays sur PrestaShop. Et où ils mettent finalement 2 modèles, un pack pré-rempli, ce qui permet aussi de simplifier en fait les logiques d'appro, puisque il ne va pas y avoir du picking individualisé à chaque commande. Là, c'est déjà un picking qui est prédéfini sur un nombre de packs qui est aussi limité, et une logique d'abonnement aussi qui est nouvelle en fait pour des acteurs alimentaires. Nabil, Christophe, vous avez d'autres exemples vraiment sur une partie nouveaux usages? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandre. Il y a beaucoup de gens qui se disent bon, maintenant on n'a pas le choix, il faut aller en ligne, y compris des gens qui étaient très traditionnels et qui se disaient non, c'est pas pour nous, il faudrait le faire un jour, mais c'est pas la priorité. Ben là, les gens se réveillent. J'ai pas mal d'exemples intéressants. J'avais des gens de Lazada qui me disaient il y a pas mal de gens de producteurs de fruits et légumes qui voient leur supply chain totalement anéantie et qui ne fonctionne plus, et donc qui ont décidé d'aller en ligne. Et voilà, et donc ils mettaient leurs produits en ligne, qui du coup, parce que la supply chain de e-commerce arrivait à continuer à fonctionner,
Donc, c'est un exemple intéressant de gens qui basculent. Ce n'est pas toujours le bon moment pour le faire, de faire ça en temps de crise, c'est sûr, parce que les gens sont peut-être moins préparés, parce qu'ils n'ont pas forcément leurs équipes sous la main, etc. Donc, il y a des difficultés de communication dans les PME, entre les gens, etc. Mais je rejoins totalement ce que dit Alexandre. Il y a un gros basculement. Et là, tout le monde se dit maintenant, je n'ai pas de choix, il faut que je sois en ligne. Ouais, je pense aussi. Enfin, moi, je vais juste soutenir effectivement ce commentaire, puisque je pense que c'est la chose la plus importante. Je sais pas, moi, je parle avec beaucoup de clients et beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là tous les jours au niveau logistique. Et j'ai dû écouter au moins 10 histoires de ma grand-mère, ma tante, mon père. Il n'avait jamais acheté en ligne, jamais. Il ne savait même pas comment une transaction en ligne se faisait. Et au final, ils ont réussi à le faire. Donc, comme on dit, la necessity is the mother of innovation. Et c'est la réalité. Les gens aujourd'hui n'ont plus le choix. Enfin, quand on voit les statistiques de download des apps comme Instacart, qui aux États-Unis est probablement le modèle le plus connu de ce qui est tout ce qui est achat en ligne pour tout ce qui est nourriture, etc. C'est des plus 300%. Walmart Grocery, c'est plus 400%. Et Shipt, qui est aussi une autre app, c'est plus 260% en download de l'app. Donc, effectivement, c'est les consommateurs qui étaient déjà les consommateurs qui achetaient en ligne, ben, ils continuent à acheter en ligne, ils achètent plus, ils sortent moins. Mais c'est tous ces nouveaux consommateurs qui avant n'étaient pas nécessairement en train d'acheter. Et les stats qu'on a, nous, c'est quand une personne achète en ligne et 3 fois d'affilée et qu'ils ont des bonnes expériences, les niveaux de rétention sont extrêmement hauts. Et en gros, après 2 mois, tu convertis à 70% un client pour que ce soit un client de long terme en ligne. Donc là, le confinement s'étend dans la majorité des pays. On est déjà en train de rentrer dans beaucoup de pays sur ces 2 mois-là. Donc, les estimations vont être que il y avait un article hier sur Business Insider d'une grande chaîne de distribution qui disait qu'ils prévoient que ça va passer à 10% de pénétration en termes de tout ce qui est grocery d'ici la fin de l'année. La stat avant la crise, c'était entre 2 et 3% de pénétration. Il faut quand même savoir que, voilà, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Christophe ou Alex qui parlait de la pénétration de retail qui est vers les 20%, je pense, en Asie. Aux États-Unis, c'est 17%, le retail traditionnel. Ça a quand même pris 30 ans pour arriver à 20%. Là, on est en train de dire que ça va passer probablement de 2% à 10%, ou peut-être même un peu plus, en l'espace de 7-8 mois. Donc, quand on compare ces 2 statistiques, c'est quand même assez incroyable au niveau de l'explosion que ça a et au niveau de l'adoption de nouveaux clients que ça va avoir. Et infrastructure, euh, euh, planning urbain, real estate, tout ça doit s'adapter. C'est pas seulement des centres de distribution. Les magasins de proximité doivent s'adapter. On est en train de voir aussi quelque chose qui est intéressant, c'est on est en train de voir beaucoup de magasins ou de restaurants qui sont en train de vendre maintenant aussi de la nourriture. On est en train de passer de omnichannel à omni-supply. J'ai un point intéressant au niveau géographique pour un business A. Est-ce que je peux utiliser ce point géographique pour faire d'autres business qui sont relationnés avec cette explosion de tout ce qui est achat en ligne? Et il y a beaucoup de business qui sont là-dessus. Whole Foods, ils viennent de transformer un de leurs magasins où les gens venaient faire leurs achats purement pour online order. Donc, les seuls gens qui sont à l'intérieur du magasin sont des gens qui font le picking des orders et qui font les deliveries directement à Manhattan. Donc, conversion du magasin immédiate d'un magasin pour clients à un dark stores, ce qu'on appelle dark stores, qui sont voilà, des magasins qui font le fulfillment pour les ventes en ligne seulement. Je reviens sur 2 points, Nabil. Effectivement, nous, alors, d'un point de vue très expérience digitale en ligne, hein, très vite, nous, on a vu 2 choses. C'est que, est-ce que je pense que ça va perdurer? Ça sera la dernière question, on n'aura plus que 5 minutes pour y répondre. C'est que les marques ont dû s'adapter, leur site a dû s'adapter, ils ont dû être hyper agiles. Et du coup, ceux qui n'étaient pas forcément prêts, ils souffrent, ils ont souffert. Et du coup, ils ont eu beaucoup de trafic, ils ont perdu en conversion. Et donc, c'est dommage. Et après, effectivement, toute cette nouvelle base de nouveaux clients, y compris les seniors, dont mes parents.
et ben, comment ton site d'un seul coup est adapté à des gens qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas les codes. Et c'est-à-dire que demain, bah, ces gens-là, si effectivement tu veux les garder, il va falloir que ton site soit adapté à plus de cibles que tu n'avais peut-être même imaginé ou souhaité. Et du coup, ça sera la dernière question et on va essayer de la tenir, si vous voulez bien, messieurs, chacun en une minute. C'est effectivement les nouveaux challenges de toutes ces marques en termes d'e-commerce. Alors, soit les nouveaux challenges, soit des entreprises que vous voyez, des bons exemples en cours et qui sont à suivre pour l'après-crise. En une minute chacun, si possible. Alexandre, d'abord. Alors, il y a des challenges qui sont directement liés au Covid. Plus d'acteurs en ligne, ça veut dire plus de concurrence. Donc, comment je fidélise, voire je fais de l'acquisition client pendant la période. Et ensuite, il y a un vrai sujet autour du redémarrage avec la supply chain, pas seulement pour le delivery, mais aussi en amont pour le sourcing. Après, pour moi, c'est des challenges qui sont toujours présents et qui s'accélèrent. L'unification on-off, on en a parlé. Il y a des beaux exemples avec Decathlon qui fait du web to store avec une startup qui s'appelle Ayday, qui permet d'avoir un parcours de chatbot sur le site jusqu'à la rencontre avec le vendeur et tout ça lié avec le même type de messaging. Il y a des tendances de showrooming. Une super startup aux US qui s'appelle Beta, B8TA, qui permet de faire ça avec une logique web to store aussi et du showrooming après live dans des points of sale un peu revus d'un point de vue expérientiel. Il y a ce switch de propriété vers l'usage avec l'abonnement à la location. Vous pouvez prendre l'exemple de 4 Days aux US, qui a été un des premiers dans le textile à le lancer, et de la tech comme Castle, une closing as a service, donc qui permet en fait à des acteurs de la mode de justement développer cette logique d'abonnement et de logistique du retour aussi, qui est clé pour ce sujet. La troisième tendance, toujours présente à mon sens, je l'ai dit, c'est le commerce responsable. Et là, il y a deux beaux exemples comme Fago, qui permet de retourner ses vêtements ou ses chaussures directement en magasin, une fois qu'elles ont été utilisées. Label Emmaüs, qui est la marketplace d'Emmaüs aussi, qui est dans cette veine-là. Donc, et finalement, l'internationalisation, je pense que pour les Européens, c'est le principal. Pour les petits et surtout les moyens, aujourd'hui, aller à l'international, c'est le meilleur moyen en fait de résister à la crise. Ça permet de répartir les risques et d'aller chercher de nouvelles couches de clientèle, en plus des nouveaux segments qui pourraient être trouvés dans les pays d'origine. Parfait, merci beaucoup. Christophe, de ton côté, J'ai envie de rebondir sur un point dont mentionnait Alexandre, le commerce responsable. J'ai un point de vue, aujourd'hui je fais plus partie du commerce, j'en ai fait une autre partie. Je pense que le e-commerce aujourd'hui n'est pas vraiment responsable. Il y a une tendance de fond qui est plus présente pour l'instant encore en Europe qu'en Asie. C'est la nouvelle génération qui remet un peu en cause notre modèle de consommation, notamment à cause de son impact carbone. On a vu en 2009, c'était très présent. Aujourd'hui, le e-commerce, avec cette crise de Covid, est en train d'accélérer sa pénétration. On l'a dit, ça va devenir un des tout premiers secteurs de l'économie. Donc, le e-commerce a une responsabilité, à mon avis, sur cette question du changement climatique. Et aujourd'hui, ne l'adresse pas vraiment. Moi, en Asie, je me suis dit, c'est parce que la préoccupation est moins forte en Asie et Amazon doit être plus avancé. Et quand j'ai vu, en tant que consommateur, ce que faisait Amazon sur l'empreinte carbone, j'ai trouvé ça assez décevant. Je pense que c'est un gros challenge du e-commerce. Et après cette crise, quand le e-commerce sera encore plus développé en termes d'empreinte carbone et de sustainability du modèle, il y aura des changements majeurs à faire pour que le e-commerce puisse continuer à se développer tout en étant bien accepté, à mon avis, par la nouvelle génération qui va devenir la génération dominante en termes de Edge Group du point de vue consommateur. Ça répond un peu à une question qu'avait Bonnard, je crois, mais je pense que ça va être un des défis majeurs pour les e-commerce dans l'après-crise. Très bien, merci. Et Nabil, du coup, c'est en une minute. Oui, moi je pense que le challenge principal est dans la partie supply chain. Je pense pour les organisations, c'est la partie qui demande la plus grande partie d'infrastructure et tout ce qui est d'investissement et qui vraiment prend du temps de manière générale à changer. Donc je pense que le gros challenge, il est là, et comme disait Alexandre, c'est pas seulement la partie last mile, mais c'est vraiment tout le réseau. Je pense que pour les organisations, le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment se diversifier et aller sur cette évolution en utilisant l'infrastructure existante. Donc, vraiment regarder
et au niveau de ce qu'ils ont, ce qu'ils font aujourd'hui, les ressources qu'ils ont, l'infrastructure qu'ils ont, comment ils peuvent s'adapter. Je pense qu'essayer d'aller aujourd'hui créer quelque chose de zéro, c'est mission impossible parce que ça va prendre trop de temps. Les gens ont besoin d'une solution demain, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois. On le voit, nous, les cycles d'engagement, généralement, sont des cycles qui vont de 6 à 18 mois pour des projets. Et là, les gens, ils nous demandent des solutions pour les 6 prochaines heures, limite. Et j'exagère pas, hein, c'est vraiment, les gens sont dans un modèle où ils se disent il faut vraiment évoluer très vite. Il y a un gros risque. Il y a pas mal d'articles qui sont publiés aujourd'hui parce que la réalité, c'est que l'entreprise la mieux équipée et de loin, à mon sens, est Amazon. Pas seulement pour la partie de Amazon Marketplace, mais parce qu'il y a une quantité de données par la diversité des business qu'ils ont, streaming et autres, qui donnent une force à cette compagnie qui va faire que la crise va vraiment juste la mettre en stéroïde. Donc, les compagnies qui sont dans un modèle où ils doivent se différencier par rapport à cette offre-là et voir comment continuer à évoluer de manière sustainable et dans le long terme, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir comment tu fais des partenariats avec d'autres organisations qui sont positionnées, éviter d'aller créer des modèles indépendants et essayer de trouver des solutions qui sont rapides et qui sont agiles parce qu'on ne sait pas exactement encore comment ça va évoluer d'ici 18 mois. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'importance du brick and mortar va diminuer comparé aux autres channels et particulièrement le channel en ligne. Parfait, merci beaucoup. Manon, on reprend la main sur la partie questions. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Effectivement, il y en a une sur laquelle Christophe a commencé à répondre. Il faut que tu rebranches ton micro. Excusez-moi. Merci, merci à tous. Il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne avant 18h15 max, idéalement. On a reçu beaucoup de questions. On est très nombreux. On a été plus de 120 aujourd'hui au pic de participation. Beaucoup de questions, peu de temps pour y répondre. Donc, je vous propose que vous répondiez chacun à une question. Alexandre, j'ai vu que tu t'étais positionné sur la question liée à l'unification retail e-commerce. Est-ce que en parler sur la question, pardon, comment voyez-vous évoluer l'articulation online et offline? Alors, ça va être compliqué en peu de mots, mais pour faire simple, je pense qu'il y a une réelle unification des canaux de distribution, qu'ils soient on ou off, qui est en train de s'opérer pour la simple et bonne raison, c'est que les retailers ne vendent plus des produits, ou les marques ne vendent plus des produits, mais s'adressent à des clients. Et client, il n'en a rien à faire du canal. Lui, il veut avoir la meilleure expérience, quel que soit le canal, pour prendre de l'information, découvrir un produit, le toucher, le sentir, l'acheter, le renvoyer. Et tout ça, ça doit pouvoir être fait avec ces différents points de contact, que ce soit le site en ligne, les réseaux sociaux, qui viennent aussi des places de marché, la place de marché en ligne ou le magasin physique, ou même le vendeur si on est dans une logique B2B, enfin le commercial qui vient sur le terrain et qui prend la commande. Donc, à mon sens, il y a vraiment une pensée, évidemment le client au centre, c'est un peu quelque chose d'assez évident désormais, et avec une réflexion, qu'est-ce qui se passe sur le site, donc on-site, web to store, in-store, et on a parlé de tech in-store tout à l'heure, et ensuite de store to web, et donc mapper en fait les différents use cases qu'il peut y avoir sur ce parcours pour le client final, enfin, qu'il soit particulier ou professionnel. Je serais ravi d'en faire une autre session prochainement avec d'autres experts. En revanche, Manon, je ne t'entends pas et je pense que… C'est bon, excusez-moi. Merci Alexandre. Christophe, une question pour toi. Par rapport au social e-commerce, est-ce que tu peux nous donner des exemples innovants d'utilisation du live shopping par des marques? Alors, j'avais 2 exemples en tête. Sur le Lazada, on a organisé souvent des défilés de mode. La mode était une
catégorie très forte, la fashion, sur notre site. Et on a organisé des défilés de mode, soit certaines fois avec de grandes marques ou à l'autre extrémité avec des jeunes créateurs. Et donc, on avait un grand nombre de gens qui se connectaient sur notre app et suivaient ces défilés de mode. Et ensuite, on peut cliquer sur les vêtements que portent les mannequins et les ajouter directement au panier. Donc ça, c'est assez interactif et ça met en valeur des gens comme des jeunes créateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité et ça leur donne tout de suite accès à une base de clients intéressés beaucoup plus grande. Et l'autre truc qu'on faisait souvent pour les sorties de nouveaux téléphones, les iPhones, les nouveaux Samsung, etc., il y avait des influenceurs qui faisaient le unboxing du téléphone en direct sur l'app. Et donc, quand il était immédiatement disponible, les gens pouvaient voir le produit présenté et puis les influenceurs allaient chez des clients qui avaient gagné des concours. En direct à l'écran, ils faisaient des livraisons aux gagnants des concours. Super. Super, super. Et enfin, on a une dernière question peut-être pour toi, Nabil, au sujet de l'empreinte carbone liée au shipping. Alors, comment voyez-vous évoluer l'importance de l'empreinte carbone liée au shipping de nice to have à important ou de nice to have à who cares ou pas vraiment de changement, point de vue consommateur et merchant? Donc, bon, déjà, pour compléter un peu ce que Christophe disait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des actions qui sont prises et je pense que c'est peut-être pas aussi visible pour tout le monde parce que bon, quand on reçoit souvent on prend en référence son expérience personnelle, mais il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être développées. Il faut comprendre qu'il y a deux choses en termes de sustainability en e-commerce et qui sont critiques. C'est le transport, donc tout ce qui est le transport physique des produits et le packaging. Ce sont les deux principaux, on va dire, aspects que tu dois améliorer. Donc, sur la partie transport, tout ce qui est software de routing optimization, de consolidation, pick-up and drop-off location, comme ces Packstation, etc. Tous ces modèles-là et améliorent la partie sustainability. La deuxième chose, c'est packaging. C'est pas seulement utiliser des matériaux qui sont mieux, mais il y a aussi toute la partie de comment j'optimise le type de carton que j'utilise, les polybags, des polybags qui sont possibles d'utiliser pour les renvois de produits. Donc, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Ça ne se voit pas forcément au jour le jour, mais une chose qui est claire, c'est que les consommateurs, particulièrement les générations plus jeunes, portent beaucoup d'importance à ça et que les marques sont en train de s'adapter au fur et à mesure. Et on le voit d'ailleurs, tous les DTC brands qui sont, on va dire, les New Kids on the Block qui ont beaucoup de succès, ils ont tous, d'une certaine manière, ça comme priorité. Ils essaient de le faire de manière différente. Donc, je pense qu'il y a un consommateur qui veut ça. Il y a des entreprises qui sont en train d'essayer de travailler dessus. C'est certainement pas là où ça devrait être, mais il y a beaucoup d'initiatives comme Loop pour utiliser les packaging, par exemple, pourquoi on utilise des packaging de seulement une utilisation pour le détergent. En e-commerce, c'est très facile de les renvoyer. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Mais l'autre chose qui est aussi importante de mentionner, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile aujourd'hui, il n'y a pas de stats officielles qui prouvent que le e-commerce est pire que le fait que les gens ils aillent acheter leurs produits eux-mêmes. Il y a des stats contradictoires qui montrent en fait des numéros différents. Et c'est un peu le challenge. Une chose qui est sûre, c'est que recevoir des cartons chez tout le monde tous les jours qui ne sont pas réutilisés et qui dans certains pays, ils ne sont même pas recyclés, c'est pas une bonne chose. Mais ce que je voudrais dire, enfin, pour résumer, c'est en train de se passer. Et sustainability, ça va être un point de différenciation pour les marques. Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé et je pense que ça va devenir de plus en plus important. Ok, super, très clair. Merci beaucoup. Il me reste quelques minutes pour conclure ce webinaire. On arrive à la fin de la session. Donc, un grand merci à vous tous, Alexandre, Christophe, Nabil et Geoffrey, au nom de toute l'équipe French Founders et au nom des participants, d'avoir partagé avec nous pendant plus d'une heure vos insights sur le e-commerce. Merci également aux participants d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. On a été plus de 110 au pic de participation. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay dès demain. Voilà, si vous êtes arrivé en cours de route ou si vous souhaitez le revisionner prochainement. Si vous avez d'autres questions ou simplement si vous souhaitez entrer en relation avec
nos intervenants. N'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse vous faire des mises en relation. Je vous dis à très vite pour des prochains webinaires sur la plateforme et surtout, j'espère vous retrouver le 29 avril prochain à l'occasion de notre conférence online Summit. Vous avez dû recevoir pas mal de communications à ce sujet-là. C'est une conférence qui est centrée sur le rebond, qui a pour objectif de préparer la reprise avec toujours autant d'optimisme, mais également des échanges de bonnes pratiques et des opportunités business. On aura plus de 50 top speakers de tout type d'horizon vertical et industrie qui animeront panel, keynote et fireside. Donc la conférence est ouverte à tous, membres comme non-membres, avec la possibilité de à différentes thématiques, switcher différentes thématiques de conférence. Et également, la petite nouveauté, c'est qu'il y a un espace networking. Vous aurez la chance, la nouveauté d'échanger par un chat dans des salles de networking. Donc, c'est 17 heures de conférence parce qu'on essaie de fitter sur toutes les zones, FF, Asie, Europe et Amérique. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement. La fiche événement est sur la plateforme et pareil, si vous voulez également faire profiter à vos équipes, on a mis en place des offres corporate package. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous êtes intéressé pour en discuter. Il est 18h, donc nous sommes top niveau timing. Merci à tous. Merci encore à nos intervenants et puis à très bientôt. Merci, Manon. Salut. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne Merci à journée. tous. Au revoir. Au revoir. À plus. Salut. Ciao. Marion? Ouais, Manon. Bon, c'était top, bravo.